à toutes et à tous. Merci d'être là aujourd'hui. Je suis ravie d'avoir été invitée dans le cadre de cet atelier qui va, je l'espère, vous aider à mieux repérer les infox. Peut-être que je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je m'appelle Bettina Lioret. Je suis journaliste chez Affaires Sensibles, une émission diffusée sur France Inter que vous connaissez peut-être. Et j'ai une deuxième casquette, je fais de l'éducation aux médias et à l'information. Donc l'éducation aux médias et à l'information, ça aide en fait les personnes à développer leur esprit critique face aux fausses informations qui circulent massivement, comme vous avez pu le constater, notamment sur les réseaux sociaux. Le problème avec la désinformation, c'est qu'elle renforce un phénomène que vous avez peut-être aussi constaté, c'est une défiance envers des journalistes qui travaillent dans des médias traditionnels qui, la plupart du temps, diffusent des informations fiables, parfois au péril de leur vie. Et moi, je suis là aussi pour rappeler qu'en quelques années, la désinformation, c'est devenu en réalité un business. Beaucoup d'acteurs se sont mis à créer des fausses informations, des infox, pour gagner de l'argent. Tout ça favorise en fait une espèce de... au niveau de la perception du public, voilà, la perception, elle va être brouillée. Et pour chacun d'entre nous, et pour moi y compris, ça devient de plus en plus difficile de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux sur Internet, d'autant plus quand les créateurs d'infox utilisent l'intelligence artificielle. La désinformation, c'est aussi un enjeu démocratique. Vous avez aussi vu sans doute passer des campagnes de désinformation qui vont en fait avoir un impact sur nos opinions et finalement sur notre vote, comme ça a été le cas notamment aux États-Unis quand Donald Trump a été élu en 2016. Vous avez peut-être entendu parler du scandale Cambridge Analytica. On voit que nos votes vont être potentiellement influencés par de la désinformation, donc c'est un enjeu démocratique. Donc pendant une heure, ce que je vous propose, c'est d'essayer d'abord de comprendre ce qui pousse les gens à créer des infox, pourquoi il y a autant de fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux et surtout apprendre à les repérer. Donc, quels sont les objectifs de la désinformation à votre avis? Je vais compter sur votre participation. Pourquoi on crée des fausses informations? J'ai déjà donné des petits éléments de réponse. N'hésitez pas. Vous avez des idées? Oui? Pour diriger l'opinion, effectivement. Oui? Pour déstabiliser. Oui, mais d'abord pour gagner de l'argent. Hein. C'est toujours la même chose. Et je vais vous donner un petit exemple. Vous allez voir, a priori inoffensif. Je ne sais pas si vous connaissez Logographie. Logographie, c'est quoi? Ouais, c'est un média qui va parodier l'actualité. Donc là, en fait, si on va justement lire un article, un dentiste menacé de mort parce qu'il ne recommande pas son sodide. Bon, voilà, ça nous fait marrer. Effectivement, c'est drôle. Parfois, c'est très drôle. Parfois, c'est pas drôle du tout. Mais en tout cas, voilà, vous avez donc un article de contenu. C'est pas un article d'information parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas du tout d'information. Par contre, vous avez beaucoup de publicité. Et c'est là que ça devient intéressant. Ce site, en fait, se rémunère en fonction de son audience. Il va gagner des revenus publicitaires. Alors, il n'y a rien de mal à faire de la parodie, loin de là. Mais je trouve qu'il faut que les gens comprennent aussi qu'il y a une économie derrière et que, voilà, à chaque fois qu'on va sur ces sites-là, on engendre en fait des revenus pour ces médias-là. Donc, ce n'est pas grave a priori, ça peut être même drôle, hein, on l'a dit. Par contre, ça devient problématique quand certains partagent ces contenus, notamment sur CNews, pour ne pas les nommer, hein, en les faisant passer pour des vraies informations quand ce sont des infox. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ne connaissent pas ces médias. Donc vous connaissez Logographie, mais peut-être que vous connaissez moins Nordpresse, par exemple, qui est l'équivalent belge. Et donc, ce n'est pas toujours évident de savoir où on met les pieds, sur quels médias on se trouve. Parce qu'en fait, sur la page d'accueil de ce média-là, et on peut revenir sur les slides, on n'a pas forcément des informations qui vont nous parler de la nature de ce site. Alors, comment est-ce qu'on fait pour vérifier la fiabilité d'un média, d'après vous? Vous êtes sur un site internet, vous ne savez pas trop si c'est fiable ou pas. Qu'est-ce que vous allez regarder? Comment vous allez vous faire une idée là-dessus? Ah, vous voyez, ce n'est pas si évident. Oui. Premièrement, je vais regarder depuis quand le média publiait des informations.
tu vas regarder si le média est ancien. D'accord. Après, il y a des médias de désinformation qui existent depuis des années. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit infaillible comme technique. Oui? Je pense que c'est souvent regarder les sources. C'est comme un classique. On va prioriser certaines sources par rapport à d'autres. Wikipédia, c'est souvent quelque chose qu'on va Oui. Voilà, tu dis plusieurs choses. Effectivement, est-ce qu'il y a des sources fiables? Dans l'article qu'on a vu tout à l'heure, ils inventent des sources chez Logographie. Donc là encore, tu peux être piégé. Et tu disais, deuxièmement... Souvent, on va faire une hiérarchie des sources. Donc souvent, par exemple, pour des travaux académiques, Wikipédia, c'est pas quelque chose qu'on va nous recommander d'utiliser. Alors Wikipédia, c'est intéressant. Ouais. Versus, quand on va souvent faire des travaux universitaires, on va nous dire qu'il faut que ça soit approuvé par un professeur, ou sinon il y a des chaires de recherche qu'on connaît un peu plus. Donc vraiment, y aller avec quelque chose de crédible, si c'est approuvé par un docteur qu'on connaît ou quelqu'un qui a mené des conférences. Ouh là là, oui, d'accord, mais est-ce que chaque jour, quotidiennement, quand tu es comme ça sur le net, est-ce que tu vas penser à est-ce que ça a été validé par ton prof? Pas sûr. Moi, je parle des réflexes rapides. Effectivement, les sources, c'est intéressant, mais on peut te donner des fausses sources. La réponse, elle est au tableau, mais ce que tu disais sur Wikipédia, c'est très intéressant. Est-ce que Wikipédia est une source fiable? Tu me dis non. Nos profs, ils nous ont dit non pendant des années. Oui ou non? Ils nous ont dit non, surtout pas Wikipédia, c'est nul. Pourquoi ils nous ont dit non? Parce qu'ils ne voulaient pas qu'on fasse des copier-coller, tu vois, et qu'ils voulaient qu'on travaille, qu'on mène des recherches, qu'on développe une réflexion. En réalité, Wikipédia, c'est une mine d'or. Et tu as d'ailleurs des sources qui vont être en plus vérifiées en termes de fiabilité. Tu vois, ils ne se basent pas les articles de Wikipédia sur n'importe quel média inconnu. Non, c'est que des médias fiables. Et donc, en ça, Wikipédia, c'est une source d'information fiable. Donc, je vous donne la réponse à ma question parce qu'il faut quand même qu'on avance, mais merci pour la participation. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est, vous êtes sur le site, vous ne voulez pas bouger du site, vous n'avez pas envie d'aller valdinguer sur Internet, vous restez sur le site, vous allez chercher les rubriques « Qui sommes-nous ?» à propos. Déjà, si ces rubriques-là, vous mettez du temps à les trouver, si c'est compliqué de savoir qui est derrière le site, méfiez-vous. Donc, une fois qu'on va dans Qui sommes-nous à propos, on peut aussi après aller sur Wikipédia, se renseigner. Voilà, on va chercher des informations, en tout cas, sur l'équipe. Et donc là, en allant sur dans la rubrique à propos sur Logographie, encore faut-il faire la démarche, on se rend compte qu'évidemment, tous les articles relatés sont faux jusqu'à preuve du contraire et rédigés dans un but humoristique. Voilà. Donc là, effectivement, on a l'information, mais vous voyez, la plupart des gens n'ont pas ce réflexe d'aller se renseigner sur qui est derrière, en fait. Donc ça, c'est un réflexe à avoir. Ça prend 5 minutes, et encore une fois, si c'est difficile à trouver, fuyez. Parce qu'un média fiable, il va être transparent. Il ne va pas se cacher, il ne va pas cacher son équipe. Si vous allez sur la rubrique « Qui sommes-nous » de Ouest France, vous allez voir les photos des journalistes, leur CV, toutes les infos, des chartes d'éthique, etc. Bon. Maintenant qu'on a vu ça, gagner de l'argent, c'est un objectif. L'autre objectif qui va pousser des gens à diffuser des fausses informations, ça va être ce que tu disais tout à l'heure, générer de l'influence. Donc, pour le coup, on a une volonté d'influencer l'opinion politique à travers ces influenceurs. Donc maintenant, il faut noter une chose quand même assez importante. Vous l'avez constaté sans doute, la désinformation, elle explose pendant les moments de crise. C'est là qu'il faut être supra-vigilant. Pendant le Covid, vous avez sans doute vu tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Dès qu'il y a un conflit, des tensions géopolitiques, on va voir de plus en plus de fake news, d'infox sur les réseaux sociaux. Donc il faut être particulièrement vigilant. Donc là, on s'est intéressé aux créateurs de contenu, mais pour comprendre ce qui favorise en fait ce phénomène de désinformation, moi j'aime bien essayer d'aller creuser un petit peu le modèle économique des réseaux sociaux. Et la plupart du temps, les gens ne savent pas forcément répondre à cette question. Comment les plateformes, comment les Mark Zuckerberg, les Elon Musk gagnent de l'argent? Est-ce qu'ils en gagnent déjà? Est-ce qu'ils en gagnent beaucoup? Oui, ils en gagnent beaucoup. Ils en gagnent beaucoup. Meta, donc Meta, c'est Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp. Chiffre d'affaires 2023, 134 milliards de dollars. Donc comment ils gagnent cet argent? Est-ce que vous le savez? Oui? Oui, c'est toi. Oui. C'est
par la vente de données personnelles? Voilà, c'est par la vente de nos données personnelles. Alors vous êtes très bien informés, mais moi j'interviens auprès de différents publics, enfants, ados, adultes, personnes âgées, personnes détenues, bibliothécaires, éducateurs. 90% des gens l'ignorent. Donc c'est important de le rappeler. Ce qui favorise la diffusion de fausses informations, ça va être le modèle économique de ces plateformes. Alors comment ça marche? On s'inscrit sur Instagram et on accepte les conditions générales d'utilisation que personne ne lit parce que c'est rébarbatif, parce que de toute façon, on est obligé de les accepter pour pouvoir se créer un compte, donc on accepte. Et à partir de là, on accepte de céder gratuitement nos données personnelles à la plateforme. OK. À partir de là, l'objectif du réseau social, c'est de nous faire rester. Nous faire rester ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Pour ce faire, on va nous proposer des contenus, vous le savez, basés sur nos centres d'intérêt, ce qu'on aime, etc. Ça va créer de l'engagement. Ça va favoriser effectivement le temps d'attention, mais ça va nous faire liker. Ça va générer de l'engagement, du like, du partage, etc. Pendant qu'on agit sur les réseaux sociaux, nos gestes sont scrutés. Nos données personnelles, c'est quoi? Oui, c'est quoi nos données personnelles d'ailleurs? Est-ce que vous savez? Données personnelles. Facile. Adresse. Non. Date d'anniversaire. Ouais. Adresse mail. Oui. Tout ce qui est même mot de passe Alors les mots de passe, je ne suis pas sûre, donc je ne veux pas m'avancer. Mais par contre, ça va être... oui. Les coordonnées bancaires, je pense qu'elles sont protégées. Là non plus, je ne voudrais pas m'avancer. Oui. Oui. Exactement. Ça va être tout ce qu'on fait. Et donc, par exemple, nos données, en fait, ce que j'appelle les données de navigation. Qu'est-ce que je regarde? Combien de temps je le regarde? Qu'est-ce que je like? Évidemment, qu'est-ce que je partage? Mais aussi, qui sont mes amis proches, à qui je parle le plus. Et donc là, c'est qui sont mes contacts? De quoi on parle dans nos messages? Qu'est-ce qu'on s'envoie comme photo, comme vidéo, hein? Vous donnez accès à ces plateformes à votre appareil photo, ils ont accès à tout, votre appareil photo. Et tout ça, ça va être traité en données. OK, ils captent ces données, qu'est-ce qu'ils en font de toutes ces données personnelles? Ils vont les revendre. À qui? Aux annonceurs. C'est-à-dire à des marques. Hein? Des marques qui vont ensuite nous proposer un petit jean sympa qui va bien, le petit voyage à Barcelone pas cher dont on avait parlé avec notre copine sur Insta, etc. Vous voyez, hein, c'est ce qu'on appelle de la publicité ciblée, cette publicité qui fonctionne beaucoup mieux que la publicité traditionnelle à la télé qui n'est pas du tout ciblée. Donc, toute cette économie-là, c'est très opaque, on ne sait pas exactement comment ça marche. En tout cas, on connaît le fonctionnement global. Et on sait que ça rapporte des milliards de dollars. Bon, est-ce que c'est grave? Oui? Oui, mais le consentement, il n'est pas éclairé, mais en tout cas, juridiquement, on a accepté les conditions générales d'utilisation, donc bon, tant pis pour nous. Hein. Oui? Qu'en est-il des applications? On va prendre les micros que tout le monde entende. Qu'en est-il des applications ayant des systèmes de messages cryptés ou chiffrés? Est-ce que ça fonctionne de la même manière ou pas du tout? Pardon. Non, pas du tout. Enfin, a priori, les messageries cryptées, là, c'est pas ce dont on parle. Ce que tu échanges en messagerie cryptée sur WhatsApp et tout, par exemple, c'est crypté. Ça veut dire qu'ils n'y ont pas accès. Là, on parle des réseaux type Insta, TikTok, etc., avec des fils d'actualité et pas des messageries cryptées. Est-ce que c'est grave? Franchement, moi, je pensais quand j'allais intervenir auprès de collégiens, de lycéens, que tout le monde allait se lever. C'est insupportable. Non, tout le monde s'en fiche. C'est comme ça, on s'y est habitué. Et au contraire, on me dit même c'est pratique. J'ai pas passé 3 heures à chercher le nouveau maillot de bain que je veux m'acheter. Il arrive même avant que j'y pense. C'est quand même super pratique. Bon, très bien. Le problème, c'est quand ces données personnelles arrivent, non pas dans les mains d'annonceurs de marques, mais de partis politiques, qui vont pouvoir, à partir de là, si par exemple vous ne savez pas pour qui voter, hein,
vous envoyez un contenu pro telle personne pour voilà, moduler votre opinion, favoriser l'élection d'un candidat. Et c'est déjà arrivé, alors pas en France, ça n'a pas encore été documenté en tout cas, mais à l'étranger, c'est déjà arrivé. Donc vous voyez, c'est ça qui est dangereux et c'est ça qu'il faut garder en tête. À part ça, ce modèle, quel rapport avec les fake news? On est un petit peu en train de s'éloigner. Eh bien non, c'est assez clair. En réalité, on l'a dit, pour nous faire rester, les plateformes, elles vont mettre en avant des contenus qui vont voilà, nous faire rester sur ces plateformes. Donc, tout ce qui va générer chez nous de l'émotion. Hein, ce qui va nous faire peur, ce qui va nous faire rire. Ça, on va avoir envie de le partager. Ça, on va le liker. Les contenus aussi qui fonctionnent bien, c'est ceux qui vont renforcer nos croyances, aller dans le sens de ce qu'on pensait déjà. Ah, bah tiens, ouais, comme je le disais, bah voilà, la preuve en est que, voilà. Ah, on adore avoir raison, nous les êtres humains, c'est classique. D'ailleurs, je vais vous montrer une petite vidéo à ce sujet d'un certain Albert Moukaiber qui explique tout ça beaucoup mieux que moi. Il nous parle des biais de confirmation. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce type de biais. Il y a tout un tas de biais. Là, en l'occurrence, c'est sur les biais de confirmation. Il va nous expliquer comment notre cerveau va colorer le monde, non pas en fonction de ce qui existe, mais en fonction du monde tel qu'on le voit. Les fake news, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. On peut tous tomber dans le panneau. On a tendance à croire qu'on voit le monde avec nos yeux, qu'on entend le monde avec nos oreilles, mais au final, on fait tout ça avec notre cerveau. Notre cerveau est le centre de traitement d'une multitude d'informations et de stimuli du monde extérieur. Il agit comme un filtre qui va décider quelles sont les informations qui sont pertinentes pour nous et mettre de côté les informations qui ne le sont pas. Pour faire cela, notre cerveau utilise un procédé qui s'appelle des modèles heuristiques. C'est quoi les modèles heuristiques? C'est une façon approximative de résoudre un problème. Quand je serre la main à quelqu'un, mon cerveau ne fait pas de calcul précis pour calculer l'angle d'attaque, la force, etc. C'est juste qu'on a serré plein de mains dans notre vie et au bout d'un moment, on s'adapte et on devient meilleur. Yeah. Sans ces raccourcis, tous ces calculs qui nous sont invisibles, on ne pourrait pas fonctionner. Le problème, c'est que ces mécanismes de filtrage, des fois, se trompent et causent des erreurs. C'est pareil pour les news, on ne raisonne pas de façon objective, mais on raisonne plutôt de manière motivée. Quand je suis en train de lire un article, automatiquement, je vais être plus résistant à des informations qui viennent contredire mon opinion et moins vigilant aux informations qui vont venir renforcer ce en quoi je crois déjà. Si par exemple, moi je suis quelqu'un qui croit que les OGM c'est quelque chose qui est très mauvais pour la santé et je tombe sur un article qui dit qu'en fait les OGM ça n'a pas tellement d'impact sur la santé, je vais automatiquement résister à cet article sans même prendre le temps de voir pourquoi est-ce que l'auteur de cet article tient cette hypothèse. Donc notre opinion spontanée est rarement basée sur les faits. On ne traite pas ces idées d'une manière objective. Je vais colorier ces informations par rapport à mes croyances précédentes, par rapport à mes a priori. Et je ne vois pas vraiment le monde tel qu'il est, mais plutôt tel que moi je suis. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous parle? En fait, ce qu'on doit retenir, je trouve, de cette vidéo et dont on ne parle pas suffisamment, c'est que les premiers ennemis, c'est nous-mêmes, en fait. Vous n'allez pas tomber dans le piège d'une infox, dans la même infox que celle de votre voisin. Vous allez tomber dans le piège d'une infox qui va aller dans le sens de vos croyances. Donc on s'indigne que certaines personnes puissent croire à certaines choses en pensant que nous-mêmes, on est complètement hermétique à ça. En réalité, je vous invite vraiment à vous interroger sur vos croyances et vraiment à... Je vais vous donner un exemple. En 2016, pendant la campagne aux États-Unis, donc je ne faisais pas encore d'éducation aux médias et je reçois sur WhatsApp une vidéo où on voit, sur laquelle on voyait Joe Biden, qui était candidat pour l'élection, avoir un comportement extrêmement bizarre avec des petites filles. Hein, je ne sais pas si vous avez vu ça, il était très proche, il était très malaisant.
Et tout de suite, je me suis dit, ah, quelle horreur, qu'est-ce que c'est que ce type, c'est très grave. Voilà, et je l'ai envoyé à d'autres copines en disant, regarde, t'as vu ça, Joe Biden, ça fait peur, quoi. Je suis passée à autre chose. Finalement, on s'est rendu compte que tout ça n'était pas avéré et que sans doute, ça avait été le résultat d'une ingérence, hein, on peut imaginer d'où elle vient, sans en être sûr à ce stade, qui a pour vocation de nous faire voter plutôt pour un Donald Trump que pour un Joe Biden. Mais pourquoi moi je suis tombée dans cette fake news-là, dans cette infox-là? Parce que moi, les sujets des violences sexuelles, la pédophilie et tout, c'est des choses qui m'attrapent, quoi. Ça m'indigne. Hop, ça sort sur les émotions. Donc moi, je vais plutôt tomber dans ce piège-là que dans un autre piège. Mais chacun d'entre vous, vous avez voilà, ces choses auxquelles vous tenez, vos valeurs, vos croyances. Donc c'est ça dont il faut se méfier à tout prix. Parce que les réseaux sociaux, les algorithmes, ils ne vont pas vous envoyer n'importe quoi. Ils savent très bien qui vous êtes, ils savent très bien dans quel piège vous pouvez tomber. Est-ce que ça va là-dessus? Ok. Hop. Si on revient sur ces infox, c'est un chiffre intéressant, elles circulent 6 fois plus vite que les vraies informations, les infox, sur les réseaux sociaux. C'est très compliqué, du coup, après, de faire de l'info, parce que l'information, ça ne passionne pas forcément les foules. C'est nécessaire, mais en fait, on a de la concurrence avec la désinformation, et surtout, ça a un vrai impact sur l'opinion publique. Souvent, les infox, elles surfent aussi sur les stéréotypes. Je vous invite aussi à regarder quand vous êtes sur votre fil d'actualité, quand vous voyez, par exemple, je sais pas, une vidéo avec une femme qui crache sa voiture. Ah, les femmes ne savent pas conduire, ha ha ha. Ça fait marrer tout le monde, hein, sauf moi. Ça nous fait marrer, ça nous donne envie de partager. Pourquoi? Parce que ça renforce ce stéréotype, hein, qu'on dit que les femmes ne savent pas conduire. Voilà. Et puis il y a les mêmes sur les Arabes, les Noirs, les Juifs, hein, vous voyez, avec tous les stéréotypes qui sont accolés à ces groupes-là. Tous ces contenus-là, qui génèrent du clic, sont mis en avant par les plateformes. Et parmi ces contenus-là, il y a énormément de désinformation. Ok. Donc maintenant, je voudrais vous parler d'un petit cas. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la rumeur des camionnettes blanches. Non? Qui enlèvent les enfants? Ouais. Les camionnettes blanches qui kidnappent les enfants à la sortie de l'école pour les assassiner, évidemment, et revendre leurs organes dans les pays de l'Est. Chez nous, c'est l'inverse. Moi, je suis de l'Est et on dit que... C'est vrai? Ah, c'est trop drôle. Et on dit quoi alors de là où vous venez? Il y a des années, mais je pense que même maintenant, il y a des années, mais même maintenant, je pense que parfois il y a cette croyance qu'il y a des gens de l'Ouest qui vont dans nos pays de l'Est, là où il y a un peu de corruption, et c'est plus facile d'acheter un enfant à une famille pauvre et voilà, pour le trafic de ces organes. Dans les pays de l'Ouest, c'est le contraire, il y a cette division Est-Ouest qui est très, très prononcée. Très intéressant. Alors celle-là, je ne la connaissais pas. Ça fonctionne, on en entend pas mal parler dans les collèges. Jusqu'au lycée, mais surtout dans les collèges. Vous n'avez jamais entendu parler de ça au collège, des camionnettes blanches? Levez la main comme ça, juste pour voir qui en a déjà entendu parler. Quand même, voilà. OK. Donc, je vais vous diffuser un petit extrait des types de rumeurs qui ont circulé sur les réseaux sociaux. On en parle après. En ce moment, il y a une organisation qui tente au fait d'attraper nos enfants dans le but de les prostituer et de vendre leurs organes. Quand tu rentres chez toi et qu'on a essayé de te prendre ton enfant avec un camion, en fait, ils ont essayé de prendre ma fille. En fait, là, je suis pire que ouf. Partagez au maximum cette vidéo, faites tourner l'information dans toutes les banlieues. Visionnée et partagée par plusieurs dizaines de milliers d'internautes, ces vidéos ont semé la panique dans toute la banlieue parisienne. Des enfants seraient enlevés en pleine rue par des inconnus en camionnette blanche. Purée, ils voulaient nous voler ces chiens. Regardez le camion blanc, là je mens pas. La vie que... Bon, voilà. Vous les avez vus peut-être circuler un petit peu, hein, et selon la rumeur, hein, qui conduit ces camionnettes, du coup, ce sont des Roms. Ce sont des Roms, mais qu'est-ce que c'est que les Roms?
Là, alors là, tout le monde sèche, hein, la plupart du temps, surtout dans les collèges, dans les lycées. On ne sait pas trop. Donc, je vais vous laisser avec un petit exposé de ce que sont les Roms, ce que ça signifie, et on en parle après. On a un exposé d'un expert de la question, donc c'est dans la même vidéo. Et on migrait vers l'Europe. Voilà. La plupart de ceux qui se sont installés en Espagne, Portugal et dans le sud de la France se sont appelés les Gitans. En Roumanie, Bulgarie, Grèce, Slovaquie, Serbie, Hongrie et Italie, les Roms, à ne pas confondre avec les habitants de la Roumanie, les Roumains. Gitans, Roms, mais aussi Manouches, Sinti, ce peuple se compose de nombreuses communautés distinctes. La plupart d'entre eux vivent comme tout le monde, dans des maisons, des appartements, mais certains vivent dans une grande précarité, dans des bidonvilles. Souvent privés d'eau, d'électricité et régulièrement expulsés, ils sont la cible de nombreux préjugés. Nos grands-parents les appelaient déjà des voleurs de poules. Alors, si on repense aux vidéos qu'on vous a diffusées il y a un petit moment, là, tout ce qui a circulé sur les réseaux, vous avez, je sais pas, 12, 13, 14, 15 ans, vous voyez ça, quel effet ça vous fait? Ça renforce les préjugés. Ça renforce les préjugés, mais surtout, vous allez avoir peur. Hein. Et pourquoi ça va circuler massivement? Parce que justement, on se dit, oh là là, il faut que je prévienne ma cousine, mon frère, mes parents, etc. Et ça circule. Sauf que personne, en fait, prend le temps de vérifier cette information. Comment est-ce qu'on fait pour vérifier cette information? Savoir si c'est vrai ou faux. On est là sur notre téléphone. Quelles questions on se pose face à un contenu vidéo alarmant comme ça? On ne sait pas trop si c'est vrai. Comment on fait pour savoir si c'est vrai ou faux? On s'informe sur le site du ministère de l'Intérieur pour faire allusion à ça. Sur le site du ministère de l'Intérieur. Le site du ministère de l'Intérieur, je ne suis pas sûre que tu aies tout de suite la réponse. Je pense que ça va te prendre pas mal de temps de chercher cette info, de trouver quelque chose sur le site du ministère de l'Intérieur. Oui? Voilà, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de voir si des médias crédibles ont déjà publié un truc du genre. Oui, donc toi, tu vas recouper l'information. Effectivement, c'est un très bon réflexe. Mais la première question à se poser, c'est qui? Qui me parle? Qui diffuse cette vidéo? Est-ce que cette personne a de la légitimité? Donc là, qui a parlé dans les vidéos? Qui sont ces gens qui prennent la parole? C'est qui? Des inconnus? Comment? Ils sont censés être les parents d'enfants. Des parents, mais aussi des enfants eux-mêmes. Ok, donc c'est des témoins. Ils se présentent comme des témoins visuels. Est-ce que dans une enquête journalistique fiable, on peut se baser, pour avancer des faits quand même aussi graves, sur uniquement des témoignages de témoins visuels? Non, hein, on va avoir besoin de plus de sources, une différence de sources. On veut des sources différentes. Et alors à qui on aurait pu, par exemple, aller poser la question? Qu'est-ce qu'on aurait pu aller s'interroger? Il y a des élèves, là, vous voyez cette vidéo, elle a été réalisée avec des lycéens qui ont mené l'enquête sur cette affaire, avec l'association FECOF. Et effectivement, ils ont voulu en avoir le cœur net. Est-ce que vraiment il y a un trafic de camionnettes blanches, d'enfants, etc. Où est-ce qu'on va? À qui on pose la question pour savoir s'il y a un trafic? Oui? On demande à la police. À la police? Ben oui, parce que si votre enfant disparaît, ben le premier réflexe, ça va être d'appeler la police, à signer sa disparition, l'enlèvement. Et ben c'est ce qu'ils ont fait. Hein, les jeunes lycéens, ils sont allés au commissariat de Clichy-sous-Bois pour poser la question à un policier. Le commissaire Siebold coordonne chaque jour les enquêtes d'une trentaine de policiers. Et est-ce que du coup il y a eu des plaintes? Par rapport à cette affaire, il n'y a pas eu de plainte. Effectivement, c'est pour ça que... Voilà. Pas de plainte, après ils nous explique pendant des heures qu'il n'y a pas eu de plainte, il n'y a pas eu de plainte, et que c'est difficile de désamorcer une fake news, qu'en fait il n'y a rien. Alors les jeunes disent oui, mais la rumeur dit que vous ne voulez pas enquêter parce que c'est des jeunes de banlieue. Il dit bah oui, mais bon, en fait la seule raison pour laquelle on n'enquête pas, c'est qu'il n'y a pas de plainte. Bon, donc il est un petit peu désemparé. Mais vous voyez, c'est facile en fait de mener l'enquête. Il suffit d'aller juste poser 2-3 questions à des personnes. En tout cas, avant d'avancer des faits aussi graves, il suffit de décrocher son téléphone en fait. Hein. Vous voyez, c'est des lycéens qui l'ont fait, donc on n'a pas besoin d'être en plus professionnel de l'information pour y arriver. Donc, qui me parle? Là, on a vu que c'était que des témoins visuels, ça ne suffit pas. La deuxième question, c'est
Pourquoi? Pourquoi ces personnes prennent la parole? Pourquoi ces internautes se mettent à se filmer en disant tout ça? Pourquoi? Ben, c'est difficile de savoir quelle est l'intention des gens. Il y a deux possibilités. Première possibilité, ils veulent alerter. OK. Deuxième possibilité, ils veulent créer du buzz. Hein, parce qu'ils savent que c'est des vidéos qui vont avoir généré énormément d'engagement. Bon, là, on n'est pas en mesure de se prononcer. Une autre question, ça va être la question du quoi. Et vous voyez, c'est des questions qui sont très faciles à retenir. Qui, pourquoi, quoi, on verra après quand, comment, où. Et donc, sur la question du quoi, ça va être quel est le message, en fait, derrière ce contenu que je viens de voir. Qu'est-ce qu'on me dit sans me le dire directement? Qu'est-ce qu'on nous dit dans ces vidéos? On nous dit, méfiez-vous. Méfiez-vous, méfiez-vous de qui? Méfiez-vous des Roms. On est sur un message qu'on pourrait qualifier de raciste, discriminant, hein, clairement. Un message problématique, ça doit vous alerter. Un journaliste, un scientifique ne diffusera jamais un message de ce type-là. Et donc là, on doit faire un pas de recul et s'alerter. Alors après, sur la question du quand, hein, on voit aussi que c'est une rumeur qui existe depuis longtemps. Elle existe depuis longtemps, cette rumeur. Elle circule dans tous les collèges depuis des années. Elle revient, et en fait, on peut se dire, s'il y avait vraiment eu un trafic, effectivement, on aurait eu une enquête, on en aurait entendu parler sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les médias traditionnels. Or, ce n'est pas le cas. Donc, là encore, ça doit nous alerter. À la question où, c'est pas où se passe l'action, est-ce que c'est à Clichy ou à Bamako? Non, c'est où est-ce que j'ai trouvé cette information? Où est-ce qu'on a trouvé cette information? Comment? Sur les réseaux, ouais, cette vidéo, elle a été diffusée sur les réseaux. Bah, sur les réseaux sociaux, en fait, tout le monde peut diffuser tout et n'importe quoi et personne ne vérifie ce qui est diffusé. À partir de là, ça doit m'alerter aussi. Personne n'a vérifié cette information. Si vous êtes sur un média traditionnel, c'est différent. Il y a des journalistes qui ont été formés à ça, qui ont vérifié l'info. Donc là, vous pouvez y adhérer. Ça dépend des médias. Suivez mon regard, c'est news. C'est pas le sujet, mais en tout cas, voilà, c'est des questions qui doivent devenir des réflexes de pensée. Et ça vous fait gagner un temps fou. Pas besoin d'aller sur des sites X ou Y, effectivement. Et puis après, vous pouvez tout simplement taper camionnette blanche kidnapping sur Google et vous voyez qu'il y a 10 articles qui ont été faits qui expliquent que c'est effectivement une rumeur. Est-ce que ça va là-dessus? Qui, quand, quoi, où, pourquoi, comment? C'est des choses à retenir au quotidien. Alors, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est les conséquences de ces fake news, de ces infox. On les sous-estime, les conséquences des fausses informations. Elles ont pourtant un impact sur des vies humaines. Et donc, je vais vous montrer un autre extrait. Les lycéens qui ont mené l'enquête sont allés à la rencontre d'une personne issue de la communauté Rome qui a vécu directement les conséquences de cette rumeur. Et on va écouter son témoignage, si vous voulez bien. Qui l'a réellement traumatisé. Je ne suis pas sorti, pas du tout. Vous n'êtes pas sorti? Non, on m'a fait la peur. Parce que quand je sors dans la rue, il regarde tout le monde, le camion jaune, il crie comme ça, même les enfants. Est-ce que vous avez un camion jaune? Oui. Déjà, j'ai laissé le camion au parking. Je n'ai pas sorti, je suis parti à pied. Et est-ce que vous avez été victime d'agressions? Si, je suis. Verbales, juste par rapport à cette camionnette? Dites-vous, c'est vous les Romains que vous tuez les enfants et tout ça, c'est vous que vous volez des enfants, on va brûler à vous aussi, votre enfants aussi. Même des fois on fait la nuit, on reste dehors avec plusieurs hommes, on garde les enfants parce qu'ils ont dit on va faire brûler. Et là, on fait sécurité, 3-4 par nuit, chacun après chacun, 2-3 personnes. Ça a créé une panique en fait dans toute la communauté, il y avait la panique. Oui. Il y a beaucoup d'enfants qui avaient à l'école. Ils sont partis, ils avaient peur. Le truc, ils ont commencé sérieusement avec taper les gens. J'ai arrêté la file de l'école. Qu'est-ce que vous en pensez?
on voit qu'il y a des vraies conséquences. Et je ne sais pas, j'imagine que vous avez entendu parler de l'affaire Samuel Paty aussi. Moi, j'ai fait une émission pour Affaires sensibles sur Samuel Paty, et surtout sur la rumeur qui est à l'origine de sa mort. Parce qu'en fait, tout ça est parti d'une rumeur dans un collège. Une élève qui a raconté que son prof d'histoire était islamophobe, alors que pas du tout. Elle a dit ça à son père, qui en a fait une vidéo, qui a été partagée massivement sans être vérifiée, jusqu'à ce qu'elles arrivent aux oreilles d'Abdullah Kanzourov, qui était un terroriste islamiste en train de se radicaliser tout seul derrière son ordi, qui a décidé, en fait, qui était en recherche de cible et qui est passé à l'acte. Et on sait comment ça s'est terminé. Donc moi, j'aime bien, même si c'est un peu pesant, même si c'est un peu triste, même si c'est un peu glauque, insister sur les conséquences. Le but, c'est pas de plomber l'ambiance, mais c'est de nous rappeler en fait, de ne pas partager des contenus quand on n'est pas sûr qu'ils soient fiables. Voilà. Et pas les partager, ça veut aussi dire ne pas les partager sur les messageries cryptées, parce que souvent les gens ils veulent pas trop partager des choses douteuses sur leur fil d'actualité parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir de problème, mais par contre dans les boucles familiales, les boucles d'amis, on y va, on se lâche. En fait, on intoxique nos proches en faisant ça. Voilà. Même si ça peut parfois nous faire rire, nous faire réagir, attention aux conséquences, elles sont réelles. Voilà, j'arrête la sensibilisation à ce moment-là. Et puis, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose là-dessus, c'est le moment, n'hésitez pas. Après, on a un petit quiz. On passe au quiz, ça vous va? Allez. Alors, ça, on l'a déjà vu. On va pouvoir avancer un petit peu. On avance encore. Et c'est parti avec... Oui? Il y a une question. Ah, allez-y. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis Axel Amba, je travaille à la direction des affaires politiques et de la gouvernance démocratique. Enchanté. J'avais juste une question, je m'excuse du retard, peut-être que vous avez déjà abordé la question. L'idée, c'est de se dire, là, il y a beaucoup de jeunes et je m'en félicite. Il y en a beaucoup qui sont membres de la diaspora, notamment des diasporas africaines, européennes, asiatiques, j'espère. Mais ma question, c'est de dire, il y a beaucoup d'informations, de bonnes informations aussi, mais très souvent de mauvaises informations qui circulent à travers les réseaux sociaux, y compris les messageries cryptées dont vous avez parlé tout à l'heure. Est-ce que vous auriez à notre endroit des outils, mais faciles, de fact-checking qu'on pourrait utiliser pour notamment vérifier les informations? Parce que vous disiez tout à l'heure qu'il faut vérifier les informations avant de les partager, mais comment on le fait au quotidien? Parce qu'on reçoit un flux important d'informations. Ouais. Moi, par exemple, à titre personnel, je reçois beaucoup d'informations, autant bien sur le plan professionnel que sur le plan social, y compris avec ma famille, il y a des groupes, etc. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Comment est-ce qu'on fait pour vérifier ça dans le peu de temps dont on dispose, sachant qu'une information, tant qu'elle est fraîche, elle est, j'ai envie de dire, attirante, attractive, attrayante. Voilà. Ouais. Merci. Merci pour votre question. Je pense qu'il faut déjà se poser la question où est-ce qu'on va chercher notre information. Aujourd'hui, on est sur les groupes Meta. On sait qu'ils ont renoncé au fact-checking depuis l'arrivée de Trump. On peut se poser la question si on a envie d'aller chercher nos infos sur ces réseaux sociaux-là. Pour vérifier une information rapidement, il n'y a pas de miracle. Mais la formule magique, pour moi, c'est qui, quand, quoi, où, pourquoi, comment, qui me parle. Avec quel objectif et avec quelle source? Est-ce que je peux vérifier cette information? Quand quelqu'un diffuse une information, cette personne est censée vous donner les moyens de vérifier cette information par vous-même. Donc si vous avez quelqu'un qui vous annonce quelque chose sans vous donner les moyens de vérifier, déjà vous devez fuir. Voilà, il n'y a pas de recette miracle, il faut faire un petit travail d'esprit critique et dans le doute, ne pas croire, ne pas partager. Quand même, il y a une petite solution miracle qui existe. Ça s'appelle NewsGuard. Moi, je l'utilise. Par contre, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Vous installez cette extension de navigateur de NewsGuard. Alors, elle est payante, mais via les bibliothèques, vous pouvez l'avoir gratuitement. Et en fait, c'est une espèce d'étiquette de fiabilité qui s'inscrit dès que vous recherchez une information. Et vous allez avoir, par exemple, cet article du Monde, il est fiable à 90% d'après NewsGuard. Cet article du Gorafi, il est fiable à 1%. Voilà. Donc ça va vous aider peut-être au quotidien sur vos recherches, sur Google et les autres moteurs de recherche, mais sur les réseaux sociaux.
moi, mon réflexe, enfin, ce que je fais quand je fais avec des jeunes notamment, c'est que je fais sortir les téléphones portables et je force les jeunes que j'ai devant moi, qui pensent souvent être pas très bien informés, à s'abonner à des médias fiables sur les réseaux sociaux. Parce qu'on ne va pas supprimer les réseaux sociaux, les jeunes ne vont pas arrêter d'y aller. Donc pour avoir accès à de l'info fiable, il faut faire croire à votre algorithme que vous voulez, vous, une info de qualité. Il va vous la donner. Hein? Mais pour ça, il faut aller s'abonner à des médias fiables. Il y en a, des médias numériques fiables. Vous avez Le Monde sur TikTok, vous avez Hugo Décrypte sur Instagram, vous avez Gaspard sur YouTube, etc. Voilà. Faire croire, enfin, expliquer à notre algorithme qu'on veut avoir de l'info fiable. NewsGuard, c'est pas mal, mais surtout les questions qui me parlent. Est-ce que cette personne a une légitimité? Où est-ce que j'ai trouvé cette info? Est-ce que je l'ai trouvée sur un réseau social quelconque ou est-ce qu'elle a été vérifiée par des journalistes? Et est-ce qu'il y a des sources qui me permettent d'aller vérifier? Voilà. Ça, c'est mes petits conseils. J'espère que ça vous servira. Vous avez d'autres questions? Ça va? Oui? Oui, dans le fond, moi, pour ma part, je pense que ce qui est quand même important aussi, c'est que souvent, je trouve qu'on a souvent trop tendance à parler d'information, de désinformation et qu'est-ce qui est une source fiable, qu'est-ce qui n'est pas une source fiable. Et personnellement, je ne sais pas si, en réalité, surtout pour tout ce qui est souvent sciences sociales ou en matière politique et tout, si c'est souvent la meilleure chose à faire de parler nécessairement de désinformation ou d'information, parce que automatiquement, souvent lorsqu'on étiquette quelque chose comme étant de la désinformation, je trouve qu'on a souvent trop tendance à venir invalider la réalité de certaines personnes. Donc, et aussi souvent qu'on va dire « Ah oui, mais toi, tu n'as pas raison parce que les experts nous ont dit ça », souvent dans des contextes un peu plus sociologiques, c'est que quand vous avez des personnes qui traversent certaines choses, pourquoi est-ce qu'un expert, par exemple, qui a étudié à Boston, qui est américain, nous parle de la réalité africaine, par exemple, et quand on a des Africains qui disent « Ah, ça, c'est notre réalité », mais ces Africains-là, quand ils expriment leur réalité, c'est de la désinformation, mais quand un Américain vient un peu vulgariser ce que ces gens-là vivent, ça, c'est de l'information parce que c'est une source fiable, je trouve que c'est souvent ça le problème. Et après, je pense que la désinformation vient aussi souvent du fait que les gens ne se retrouvent pas nécessairement dans ces médias fiables en quelque sorte. Donc là, par exemple, on est ici aujourd'hui derrière la francophonie, plus de 90 nations. Mais si je vais sur un média fiable, par exemple, comme Le Monde, je ne sais pas s'il y aura des rédacteurs qui viennent de ces 90 nations de la francophonie-là. Donc, est-ce que moi, je me retrouve dans ces discours-là? Pas nécessairement. Ouais. Donc, où vais-je aller vers des personnes qui me ressemblent, qui ont plus ma réalité, même s'ils n'ont pas nécessairement des PhD? Je veux savoir que je veux ressentir une certaine humanité dans ma façon de voir le monde. Oui, en fait, tu veux une information qui t'intéresse et qui s'adresse à toi, dont tu seras la cible. Et ça, c'est une des critiques qu'on fait massivement aux journalistes, c'est vous ne parlez pas des sujets intéressants, en gros. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, ça renvoie à la question de la ligne éditoriale. Un média d'information ne peut pas, par exemple, traiter tous les sujets. On est obligé de faire des choix. Donc, à partir de là, tu vois, on ne peut pas déjà s'adresser à tout le monde. La ligne éditoriale, c'est les thématiques qu'on va aborder dans notre média, la cible à laquelle on s'adresse et l'orientation politique. Hein? Et là, ça commence à grincer des dents. Comment ça, médias, orientation politique? Oui, les médias ont une orientation politique. C'est factuel, ils se sont construits comme ça. Ce n'est pas grave tant qu'on multiplie ces sources d'information. Donc, quand j'entends on ne parle pas assez du conflit israélo-palestinien, bon, en ce moment on en parle énormément, il y a d'autres moments où on en parlait moins, bah, c'est parce que en fait, nous, en tant que journalistes, on va regarder ce qui est nouveau, voilà, en fonction de la nouveauté, en fonction de la géographie. Si on a beaucoup parlé de ce qui se passait en Ukraine, c'est parce que c'est proche de nous ici en France. Et puis c'est pareil pour tous les médias voilà, à travers le monde. On a un truc que je voudrais aussi souligner, c'est que les journalistes, on dit, doivent être neutres. C'est impossible d'être neutre, c'est un mythe. La neutralité journalistique n'existe pas. Par contre, on se doit d'être objectif. Donc les journalistes ne doivent pas... comment dire, quand moi j'écris mon émission, mon obsession, c'est que personne ne sache ce que moi je pense de cette histoire et ce que je vote. Tu vois? Donc ça, c'est l'objectivité journalistique. Et quand un journaliste commence à donner son avis, là, vous devez vous inquiéter. C'est ce qui arrive notamment sur CNews. Oups, lapsus. Qui n'est d'ailleurs pas un média d'information, mais un média d'opinion. Hein. Oups.
Et voilà, je ne sais pas si j'ai complètement répondu à ta question, mais en tout cas, il y a aussi une question de légitimité. Il y a des gens qui ont fait des études, ont une expérience pour parler d'un sujet. Tu vois, par exemple, quand Kim Glow nous parle du Covid, elle n'a pas d'expertise, elle n'a pas la légitimité à nous parler de ça. Après, tu vois, pour le reste, sans doute que tu as raison, je ne saurais pas te répondre. Je crois qu'il y avait d'autres mains qui se sont levées. On va répartir un peu la parole. Oui ? Ah, alors, je ne sais pas. Allez-y. Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais émettre quelques réserves aussi justement sur cette question de la légitimité. Parce que souvent, je pense que pour beaucoup de gens dans cette salle, bon, vous l'avez cité tellement de fois, mais je pense que le public n'était pas très à l'encontre de votre opinion quant à CNews, par exemple, qui est pour beaucoup de gens un média qui n'a pas de légitimité journalistique, mais qui pour aujourd'hui beaucoup de Français en a, et qui même pour beaucoup de Français est l'une des seules sources d'information. C'est la première chaîne d'info de France. Voilà. D'info. Ouais. Mais du coup, c'est cette question aussi de légitimité. Comment définir qui est légitime, qui ne l'est pas, sachant que on parle aussi beaucoup de recroiser, recouper les sources d'information avec ce qu'on trouve sur Internet, mais parfois justement avec cette ligne éditoriale-là qui est choisie par les journalistes, parfois certains sujets sont emparés par des journaux dits sérieux parce que justement on en parle sur Internet, et c'est parce qu'il y a eu ce partage et ce partage d'informations que du coup les journalistes s'y intéressent. Donc comment trouver le juste milieu ? Alors, moi je ne pense pas qu'il faille arrêter de diffuser des choses sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ils ont été très utiles, notamment pendant les printemps arabes, pour le mouvement MeToo. C'est des endroits fabuleux pour plein de raisons. Par contre, moi, ce qui me pose problème, c'est quand vous avez des gens qui diffusent des fausses informations, voilà, juste en faisant passer ça pour la réalité. La question de la légitimité des journalistes, qui est légitime à prendre la parole ? Tout le monde. Mais si vous voulez en tout cas informer votre communauté, vous devez, journaliste ou pas, donner des sources, permettre aux gens qui vous écoutent d'aller vérifier en fait ce que vous dites. Enfin, j'espère avoir répondu en partie. Oui. Oui, ma question est celle-ci. Et sachant que la plupart des médias actuellement sont détenus par de grands groupes, je ne vais pas citer des noms, qui ont certaines, je ne sais pas, connotations, ont certaines visions politiques. Je me demande si on peut parler dans ce contexte de crédibilité, voilà, même des médias que nous pensons crédibles, qui appartiennent à de grands groupes, qui décident d'orienter l'information dans un but particulier. Oui, alors ça c'est très intéressant, c'est le problème de la concentration des médias, dont je n'ai pas eu le temps de vous parler, mais j'aurais bien aimé vous en parler. Malheureusement, le temps en file. Mais effectivement, aujourd'hui, on a un gros problème, c'est que vous avez les médias publics, je parle de la France, les médias publics qui sont détenus par l'État, en fait, ce sont des médias services publics, donc France Info, Radio France, France Média Monde, etc. Et puis, la grosse majorité des médias en France sont privés. En soi, est-ce que c'est grave ? Pas forcément. Ils ont un objectif de générer des revenus, notamment grâce à la publicité. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de médias dans la main d'un petit groupe de personnes qui sont en plus qui ont tous les mêmes intérêts. Finalement, c'est des gens qui ont beaucoup de sous et qui se votent un peu pour tout. Les dirigeants, sans doute, ont les mêmes intérêts politiques. Attention, juste je nuance parce que c'est important. Tous ces hommes très riches qui possèdent ces médias n'interviennent pas directement sur la ligne éditoriale comme un Vincent Bolloré le fait ouvertement. On n'en est pas là du tout, mais c'est vraiment important de le rappeler. Vous avez des très bons journalistes dans des médias privés. Il y a des très bons journalistes chez BFM TV, au Parisien. C'est très important de ne pas tout mélanger, mais par contre, c'est vrai qu'il y a un problème. Il y a un manque de pluralité. Mais vous avez aussi des médias indépendants, spécialisés dans des thématiques et qui, pour le coup, eux, ne répondent à personne puisqu'ils subsistent grâce aux revenus, tout simplement, qu'engendrent leurs abonnements, etc. Donc voilà, il faut nuancer un tout petit peu, mais effectivement, c'est un problème que les législateurs doivent prendre en compte. Il y a eu, par exemple, une volonté de fusion entre M6 et W9 à un moment donné. Ça a été bloqué, donc ça va dans le bon sens.
Mais en attendant, CNews continue de prospérer comme le premier média d'information. Et ça, on peut se poser la question de savoir si c'est normal. C'est intéressant aussi de voir qui dirige l'ARCOM, qui est le gendarme de l'audiovisuel. Mais bon, c'est un autre sujet. Oui. J'ai une question peut-être entre votre présentation et celle qui va venir après. Oui. En fait, maintenant, toutes les informations qu'on recueille sont sur le net. Même si vous devez trouver une définition d'un mot, plus personne n'ouvre un dictionnaire, plus personne n'ouvre une encyclopédie. Tout ce qu'on cherche, c'est sur le net. Et moi, ma question, s'il y a quelqu'un ou quelque chose, ou une intelligence ou n'importe, qui va venir sur le net modifier toutes les informations qui sont, y compris la date de la Deuxième Guerre mondiale, toutes les informations qui sont là, un peu ce qui est en train de se faire de l'autre côté sur les 500 ou les plusieurs informations où il y a l'égalité femmes-hommes, tout ce qui est en relation. Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que là, tout est devenu numérique, tout est susceptible d'être modifiable, changeable, et puis tout ce qu'on peut faire, et c'est la guerre qui est là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, ne pas céder à la panique, déjà. Rester zen. Voter pour des personnes qui défendent les valeurs que vous défendez. Pousser au niveau européen pour que les plateformes soient forcées d'être régularisées, ne cèdent pas à la pression, notamment des États-Unis. Relever aussi quand il y a des petites victoires, par exemple quand les Russes font de l'ingérence en Roumanie, on va arrêter les élections et on va les